Bonjour, donc je vous emmène donc au Canada et pour commencer, je vous indique que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les auteurs. Alors pourquoi un tel programme? Tout d'abord, il existe de multiples publications sur le sujet qui font état d'une incidence des agressions sexuelles chez les étudiantes nord-américaines d'environ 20-25% dans les 4 premières années universitaires. Vous connaissez les conséquences, épisodes dépressifs, syndrome post-traumatique, conduite à risque, qu'elles soient sexuelles ou liées au produit. Alors il existe de multiples études interventionnelles quand on fait une revue de la littérature, mais leur méthodologie, leurs résultats sont très hétérogènes. Alors l'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité d'un nouveau programme de lutte contre les agressions sexuelles par rapport à une intervention classique. La méthode utilisée, c'était donc une étude interventionnelle comparative. Les personnes incluses étaient des étudiantes en première année de psychologie de 3 facultés canadiennes. La période de recrutement s'est étalée sur 1 an et demi en 2012 et une randomisation par bloc a été effectuée en 2 groupes, un groupe témoin et bien sûr un groupe intervention. Le groupe intervention était donc intitulé « Programme de résistance aux abus sexuels » en 4 sessions de 3 heures. La première session parlait d'évaluation du risque d'agression sexuelle. La deuxième session était centrée sur les connaissances, en essayant de repérer les obstacles émotionnels des participantes et de les entraîner à la résistance verbale par rapport aux agresseurs. La troisième session était centrée sur la loi, les recommandations et aussi était organisée avec 2 heures d'exercice de self-défense pour les femmes. La quatrième session regroupait en tout cas les acquis des 3 précédentes sessions et explorait la sexualité des participantes. Alors, le critère de jugement principal était la survenue d'un viol sur une période de 1 an. L'échelle utilisée était le Sexual Experiences Survey avec 2 grandes catégories. Une catégorie viol, tentative de viol et contact sexuel non consentant avec une définition très précise. Cette catégorie, il devait y avoir menace, force par l'agresseur ou incapacité de la victime qui était sous drogue ou alcool. Le deuxième groupe, coercition et tentative de coercition, donc il devait y avoir pression ou manipulation par l'agresseur. Les analyses ont été menées en intention de traiter par la méthode de Kaplan-Meier. Alors les résultats sont tout à fait intéressants. Très rapidement, les 2 principaux, une réduction du risque relatif à 1 an de viol de 43%, donc c'est non négligeable, significatif. De tentative de viol, donc une réduction de 63%, significative. Et le troisième résultat que je mettrai un petit peu en bémol, puisque la publication montre dans le texte une réduction informe d'une réduction significative de coercition et de contact sexuel non consenti, mais quand on regarde le tableau et les chiffres, on voit que ça s'approche de la signification. Bon, vous avez compris. Merci. Un autre résultat que j'avais envie de vous proposer, c'était que les femmes aux antécédents de violences sexuelles dans le groupe à risque, dans le groupe témoin, avaient un risque de viol 4 fois plus important. Alors en pratique, cette étude interventionnelle est tout à fait exemplaire. Elle nous montre qu'à 1 an, ça marche et sans session de rappel. C'est un exemple de méthodologie robuste. Alors toutefois, il faut spécifier que l'échantillon était des premières années de psychologie au Canada, donc des universités avec campus. Pour notre pratique, pensez aux violences sexuelles devant toute patiente développant un syndrome anxieux, dépressif ou des conduites à risque, quelles qu'elles soient. Et en tout cas, concernant les patientes qu'on aurait pu dépister aux antécédents de violences sexuelles, travailler avec elles pour les orienter de façon à éviter des récidives. Merci de votre attention. Merci Frédéric Urbain, Versailles. Comment ils ont conçu la méthode de façon à pouvoir faire 2 groupes sans qu'il y ait contamination d'un groupe sur l'autre? Très bonne question. Alors, en fait, ils ont recruté toutes les premières années, donc c'était sur consentement, c'était pas obligatoire.
Et pour le groupe témoin, ils ont pris, si je me rappelle bien, des gens proches du campus, mais n'étant pas étudiante en psychologie. Et toute la question s'est posée de la contamination, effectivement. Donc là, je ne voulais pas développer parce que malheureusement, nous n'avons que 7 slides. Mais effectivement, dans la discussion est pris en compte un effet de dissémination minime. Tout à fait. Bonjour, je suis là. Ah oui, bonjour. Sabrina Paradis, Grenoble. Ouais. Donc j'ai du mal à comprendre comment une intervention peut être efficace sur un phénomène qui est brutal et non contrôlé, en fait, comme le viol. Comment ils ont pu intervenir là-dessus, en fait? Alors, c'est sur la prévention du viol. C'est-à-dire que vous prenez un échantillon de femmes qui n'ont eu... on verra que dans le groupe, en tout cas, pour une partie, ont déjà eu des agressions sexuelles. Mais vous prenez une population, et puis vous prenez un groupe intervention en essayant de les sensibiliser à comment fonctionnent les agresseurs, qu'est-ce qui peut se passer, comment essayer de lutter, comment dépasser ses émotions. Moi, j'ai beaucoup aimé la session de full contact, là. Je trouve ça très intéressant. Et puis, également, la dernière session qui, je trouve tout à fait intéressante, qui est à la fois de parler des représentations des patientes pour voir un petit peu comment elles ont introduit ça dans leur propre existence. Donc, il s'agit de la prévention. Et en tout cas, moi ce que je trouve admirable, c'est qu'il n'y a pas de session de rappel. François Garnier, ma question comme d'habitude n'est pas méthodologique, elle est sur la dernière ligne de vos résultats. Oui. J'imagine qu'elle vous a fait penser, j'aimerais savoir quel est le contenu de cette pensée. Oula. Vous pouvez préciser votre pensée. Vous pouvez, développez. vous pouvez remettre votre diapositive? Laquelle? Celle-ci? Ouais. Oui. La dernière ligne. La dernière ligne, j'ai été étonnée moi-même. C'est pour ça que je vous l'ai soumise. C'est-à-dire que si on prend le groupe témoin, si on fait une analyse en sous-groupe, si vous prenez le groupe témoin, et que dans le groupe témoin, vous prenez déjà les femmes qui ont eu des agressions sexuelles, vous voyez que le risque de viol à 1 an est multiplié par 4, sur en tout cas des femmes nord-américaines, c'est-à-dire sur des facultés organisées de façon un petit peu différente que les facultés françaises. Et ça, je dois dire que j'étais un petit peu épatée. Donc je voulais vous transmettre un petit peu cette surprise. Donc encore 2 questions. Je ne sais plus où est le micro. Par là. Non, par là. Didier. Oui. Didier Canet du DMG de Dijon. Je ne vous vois pas. Il est là. Merci. Merci pour cette étude. Je fais partie aussi de Médecins du Monde et on a travaillé sur la violence faite aux femmes durant 4 ans à travers tous les continents, y compris en Europe et en France. Et au travers des ateliers d'échange, évidemment, sensibiliser les femmes et les accompagner, ça a un certain effet. Mais l'effet majeur, ça a été de mettre en place, ou d'essayer de mettre en place, des déclarations de viol, des certificats médicaux. Donc c'est des actions politiques et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que certains pays sont en capacité de mettre en place, de faire ces déclarations. Un minimum de pays sont en capacité parce qu'il faut travailler sur l'accueil, c'est-à-dire y compris le concierge, l'infirmier, les policiers, les juges. Donc c'est tout un vaste travail. Alors je pense que ça fait partie de ce volet-là, vous, mais je ne voudrais pas non plus minimiser tout ça, mais c'est vrai que l'action politique et la mise en place de toute cette justice pour accompagner ces femmes, c'est vraiment des décisions politiques essentielles. C'est fondamental, c'est fondamental. Toutefois, là, le résultat, c'est sur avant, c'est-à-dire la prévention. Et ce qui serait intéressant et qui n'a pas été, c'est pas un objectif de l'étude, mais c'est de voir est-ce que le fait de faire ce type de session aide aussi les femmes à en parler et donc à porter plainte. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Timothée Maldonado, Grenoble. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais juste une question. Vous avez parlé d'une première session où ils ont évalué le risque d'abus sexuels et je voulais savoir les critères qu'ils ont utilisés pour établir ça. Alors, ils ont utilisé cette grille qui est assez détaillée. Vous pouvez la consulter, hein, c'est une grille validée et qui pose tout un tas de questions, en tout cas.
Bon, après, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la grille et je pense que vous aurez la réponse à votre question.